je vais parler un petit peu de l'énergie des courants pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut exploiter en hydrolien. Donc on a les courants transcontinentaux, c'est le fameux Gulf Stream par exemple, qui sont des courants peu véloces et qui sont très loin des côtes. Donc voilà, c'est des courants qu'on ne va pas pouvoir exploiter parce que une énergie assez faible. Et puis très éloigné de la côte, donc difficulté de rapatrier l'énergie à terre. Et également très profond. On a les courants interocéaniques, donc qui sont véloces, ils vont à plusieurs mètres par seconde, et d'intérêt parce que près des côtes. Donc c'est ce qu'on retrouve par exemple dans des déversements de l'océan Pacifique dans l'océan Indien, liés à des différences de température et de salinité, donc qui sont des courants quasi perpétuels. Et on va retrouver par la suite des courants de marée, donc qui sont des courants véloces à très rapides, qui vont de 2 à 8 mètres par seconde, et qui sont très près des côtes. Donc on va les retrouver à 1 ou 10 km des côtes maximum. Donc ça, ce sont des courants qui sont liés effectivement aux effets de la Lune et du Soleil sur la mer, qui vont provoquer des mouvements de va-et-vient de l'eau. Alors les courants interocéaniques, donc, je vous ai parlé, donc c'est des déversements quasi unidirectionnels et continus. Celui dont je vous ai parlé également, c'est l'Indonesian Through Flow de l'océan Pacifique vers l'océan Indien, parce qu'on a une température plus importante dans le Pacifique et une salinité plus faible. Donc on a un transport de 15 sieverts au travers de l'archipel indonésien et un équivalent à 15 fois l'apport mondial d'eau douce dans les océans. Donc voilà, donc comme le courant circule entre les îles, on a des effets d'accélération qui sont occasionnés par ces effets-là. Ensuite, on passe au courant de marée. Donc il y a différentes zones dans le monde qui sont exploitables et plus ou moins soumises à ces types de courants. Donc il faut des zones de grand marnage, donc des importantes masses d'eau en mouvement. Donc ce qu'on peut voir ici, là où on est situé nous, notre machine, on est à 7,45 m de marnage, qui est assez relativement important. La baie du Mont-Saint-Michel, on est à 13 mètres. Et les plus grands courants, on les trouve en baie d'Ungava, au Québec, où on a 20 mètres de marnage. Donc, pour exploiter ces énergies, ces courants, pour produire de l'énergie hydrolienne, il faut quand même que les courants moyens excèdent 2 mètres par seconde. Sinon, il n'y a pas vraiment de rentabilité possible sur le système. Alors, associé à ces grands marnages, il faut une zone de forçage hydrodynamique qui est liée d'une part à la topographie, donc une restriction de passage entre deux îles, par exemple, où on va avoir un forçage, donc une accélération de l'eau, des vitesses d'eau, et des éléments liés à la bathymétrie, donc également un haut fond, un plateau, une dune sous-marine qui restreint le passage et donc accélère les vitesses d'eau. Et puis on peut avoir une combinaison effectivement des deux éléments. Donc là où on est situé nous sur Ouessant, en fait, on est plutôt sur la première configuration. On est entre l'île d'Ouessant et l'île de Molène. Donc on a un forçage naturel dans ce passage. Donc le potentiel mondial, il est assez éparpillé, mais c'est des endroits bien spécifiques. On ne peut pas exploiter les courants marins partout. Donc le potentiel mondial, il est d'environ 100 gigawatts. Si on compare par exemple à l'énergie éolienne offshore ou l'eau motrice, on est plutôt autour de 1,5 à 2 terawatts. Donc le potentiel hydrolien est moindre par rapport à ces technologies-là. Mais en fait, on le verra par la suite, mais c'est des énergies qui sont relativement prédictibles, d'où l'intérêt de la solution. Alors, le potentiel européen, il est surtout concentré sur la France et le Royaume-Uni. Bon, le Royaume-Uni est effectivement le premier avec 5 à 7 gigawatts. On trouve des zones d'intérêt, effectivement, notamment au nord de l'Écosse, et puis entre l'Irlande et l'Angleterre. Et en France, on a deux principaux sites. Donc le Raz-Blanchard, qui est le site le plus véloce de France, dans lequel il y a un projet d'hydrolien qui est mené par EDF, qui devrait voir le jour autour de 2020. Et effectivement, la zone en pointe de Bretagne.
On voit ici également la zone de Paimpol-Bréhat dont on a parlé tout à l'heure. Alors le potentiel dont je parlais, c'est qu'en fait il est très limité parce qu'on a peu d'endroits dans le monde qui possèdent les caractéristiques suffisantes pour le forçage hydrodynamique et l'émarnage important. Là, la petite formule qui nous permet de donner une idée de l'énergie, c'est-à-dire que la puissance qu'on peut récupérer sur une hydrolienne, donc, il est lié à la surface du rotor, donc le diamètre carré, et la vitesse au cube. Donc, à partir du moment où on a des vitesses importantes, le potentiel énergétique va très vite croître puisqu'il est lié à la vitesse au cube. Et ensuite, on a le coefficient de performance de la machine en elle-même. L'intérêt, effectivement, de ces énergies, c'est que l'énergie est complètement prédictible. Alors, où on en est aujourd'hui sur les projets hydroliens? On est aujourd'hui en étape de démonstration unitaire en cours. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs constructeurs qui ont fait des démonstrateurs à échelle industrielle, comme le nôtre, autour d'une puissance unitaire d'1 MW à 2 MW. Et aujourd'hui, on commence à voir les premières fermes pilotes. Donc, il y en a une qui est en cours d'installation au Royaume-Uni, donc le projet Maygen, qui est en cours d'installation au nord de l'Écosse, qui a été récemment installé avec 4 turbines. Un projet à Paimpol-Bréhat qui est porté par EDF avec des turbines donc DCNS Open Hydro. Là, on a effectivement 2 turbines installées qui ne sont pas en fonctionnement encore, qui devraient l'être d'ici la fin de l'année. L'attribution de 2 projets dans le Raz Blanchard, dont je vous parlais tout à l'heure, donc avec un consortium DCNS EDF, EN, et Alstom avec Engie, donc sachant que celui-ci a été abandonné par Alstom puisque Alstom s'est désengagé de la technologie hydrolienne récemment. Et un projet en cours d'instruction sur le Fronver avec mon entreprise et AQO Energy qui est un acteur spécialisé dans l'énergie renouvelable, acteur français.